Europe 1, Pascal Praud. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. La violence encore et toujours, mais c'est la réalité qui frappe le pays. Un père de famille, Cédric, a été tué samedi soir à coups de couteau à l'entrée d'un supermarché à Aunay-le-Château dans l'Aveyron en présence de sa femme et de son fils 13 ans. Je vous propose d'écouter la mère du suspect qui était au micro de BFM. Je voulais juste dire à la famille, leur présenter mes condoléances. Je partage leur douleur. C'est vraiment un malheur horrible ce qui s'est passé. Ils ont perdu un père, ils ont perdu un mari, et je partage sincèrement, du fond de mon cœur et du fond de mon âme, leur douleur. Voilà. Il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas imaginer que le petit nourrisson qu'on a mis au monde, ce petit garçon qu'on a vu rire, jouer avec des Legos, faire du vélo, jouer à la trottinette, jouer au foot avec ses copains, on peut pas se dire il a fait ça. Ce père de famille, Cédric, tué simplement parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a perdu la vie pour avoir fait simplement une remarque à un automobiliste sur la conduite dangereuse sur un parking. Le jeune homme de 23 ans était à la fois alcoolisé et drogué. Il a 23 ans, ce jeune homme. Il était muni d'un grand couteau. 5 coups de couteau au thorax. Dans le thorax donc de ce père de famille, sa compagne a été blessée. L'agresseur a été interpellé rapidement après les faits. Je vous propose d'écouter peut-être une deuxième fois la mère de cet agresseur supposé qui parle de son fils. Dans la vie de tous les jours, c'était quelqu'un qui est très généreux, très gentil, très drôle, il est blagueur, mais il avait un côté noir apparemment. Il disait qu'il allait s'en sortir, mais vous savez, ça c'est une maladie que si vous n'êtes pas accompagné, c'est pas la peine. Ça, vous pourrez pas vous en sortir. Beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent se sortir de l'alcool, mais c'est un fléau. Et voilà la preuve. On est avec Jeanne qui habite Dijon. Bonjour Jeanne. Bonjour Monsieur Praud. D'un magasin Carrefour. Oui, c'est ça, un Carrefour City. Est-ce qu'il y a des couteaux à vendre par exemple dans un magasin comme le vôtre ? Non, il n'y a pas de couteau, mais ça n'empêche pas les jeunes de venir avec un couteau. Ça nous est arrivé vendredi dernier, nous. Un jeune qui a volé, et ça s'est mal passé, hein, bien entendu, ça se passe jamais bien. Le jeune a voulu faire le grand, mais par contre, il avait un couteau de boucher à la ceinture de son pantalon. Donc j'ai pris forcément peur, puisque c'est mon fils qui travaille avec nous, qui a intercepté ce gamin, et la police est arrivée tout de suite. Donc c'est plus vivable. Il y a un moment donné où je pense qu'il va vraiment se passer des choses très graves. Je vous parle à l'instant, la police sort de mon magasin, il y avait 4 policiers dans le magasin, je viens de prendre un coup de poing dans la figure par une jeune fille qui a volé des sushis ce matin, et elle m'a donc agressé. Ce qui paraît banal de voler, c'est paraît banal de frapper. Ça paraît banal de se promener avec un couteau, et je vous parle, je n'en peux plus en fait. J'ai beau alerter des tas de personnes et me dire que ça va aller, qu'on va continuer à faire notre travail, je tire mon chapeau à tous ces policiers qui font un métier mais tellement dur, tellement éprouvant, que je sais même pas comment vous expliquer ce qui peut nous arriver tous les jours. Tous les jours, je vais au travail en me disant qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Mon fils a 22 ans, il travaille avec moi, il se lève tous les jours à 3h du matin. Il est écœuré, il en peut plus. C'est un ras-le-bol. C'est même plus un ras-le-bol, on n'a jamais eu cette peur en allant travailler. Maintenant, je l'ai. À 52 ans, j'ai peur d'aller faire mon travail. Depuis combien de temps vous êtes dans ce Carrefour City ? Vous êtes la gérante, hein, nous sommes d'accord, de ce Carrefour City. C'est ça. En fait, j'ai deux magasins, j'ai 2 Carrefour City. Et depuis combien de temps ? Ça fait 14 ans qu'on est là. 14 ans. Mais il est dans un quartier défavorisé, ce Carrefour City ? Non, on est à côté de 2 grands lycées. 2 grands lycées où et c'est tous les jours qu'il y a ou du vol ou des agressions ? Tous les jours. Si la police doit venir 15 fois par jour, c'est 15 fois par jour. Ça n'arrête plus. Et ça vous, tous les magasins de France ne vivent pas, et c'est tant mieux l'enfer que vous vivez. Ouais. Comment vous expliquez ça Mais comment vous expliquez ? Depuis combien de temps, par exemple, vous considérez que la situation s'est dégradée ? Je dirais 2019. Donc ça fait 4 ans. Et c'est des très jeunes gens ? Oui, la jeune fille avait 16 ans, le gamin avec le couteau, il avait 15 ans. C'est ça, je vous dirais que c'est entre 9 et 25 ans où on est vraiment, vraiment embêtés.
Entre 9, vous n'avez pas quand même des gens de 9 ans ou de 10 ans qui... Bien sûr que si. Bien sûr que si. J'ai eu un gamin de 9 ans qui volait des Kinder et ça lui paraissait normal. Et il a levé la main sur nous. En fait, je m'identifiais un peu à ce que disait le policier tout à l'heure, que j'ai écouté avec une attention particulière. Et il disait que les jeunes jouaient à des jeux qui étaient violents, dont un jeu qui s'appelle certainement GTA. Donc je me dis que des gamins un peu sensibles peuvent s'identifier à ce genre de choses-là. Et je me demande vraiment si on ne doit pas alerter les parents en leur expliquant, faites attention, élevez vos enfants. Je pense qu'il y a aussi un manque d'éducation. C'est ce que disait M. Belladge d'ailleurs, parce qu'on on continuait la conversation tout de suite après, et c'est ce qu'il disait. Il a dit une phrase simple, moi si je n'étais pas rentré à 19h chez moi, c'était compliqué, et c'était il y a 30 ans. Et il avait des parents, mais vous avez tellement raison, on le sait tout ça. Mais effectivement, les familles, d'abord les mères sont souvent familles monoparentales, et moi je veux pas mettre la pression, si j'ose dire, ou accuser les mères, parce que c'est tellement difficile souvent pour elles ont plusieurs enfants, et que la cellule familiale a explosé. Alors qu'il y a 30 ou 40 ans, les parents restaient... Il y avait des valeurs, des règles. En tout cas, les couples, même si c'était pas toujours formidable, les couples restaient ensemble et avaient un projet de vie familial et une éducation qu'ils transmettaient à leurs enfants. Alors, c'est toujours difficile de généraliser, bien évidemment, je fais attention, mais à grands traits, j'ai envie de dire que c'était ce modèle-là. Mais vous imaginez arrêter, par exemple, parce que vous êtes gérante, c'est-à-dire que vous pourriez dire, je ne sais pas si ce magasin vous appartient ou pas, mais de dire j'en ai marre. Si, on est propriétaire. On est propriétaire, la décision est prise. Et vous allez vendre à la fin de l'année. Oui. Et vous allez aller ailleurs, peut-être, dans un endroit ailleurs, on va reprendre un autre magasin Carrefour, ailleurs, dans un endroit qui est plutôt une petite ville de campagne. Mais parce que je ne peux pas avoir peur pour mon fils. Je vous comprends, mais c'est là. Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est la France de demain. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la partition. Chacun ira dans des endroits où il se sent en sécurité. Et effectivement, ces problèmes de sécurité qui paraissent plus importants chaque année. Bien sûr, mais c'est pour ça, Monsieur Pro, que je vous écoute tout le temps, tous les jours, parce que vous avez une lucidité dans ce que vous dites. Et on a beau dire que c'est mais j'ai de la chance surtout, parce que moi je suis protégé de ça. C'est surtout ça, c'est-à-dire que... Vous avez des enfants, vous avez des filles, des garçons, vous les avez élevés. Oui, mais d'abord j'ai eu de la chance, parce qu'effectivement, moi-même on s'est occupé de moi quand j'étais enfant. Et après tu reproduis un modèle, mais il y a une part de chance. Le grand paradoxe, c'est que ces gosses, on sait bien que ils sont livrés à eux-mêmes très jeunes, et ce n'est pas les excuser que de dire ça. C'est simplement une situation qui a été mise en place. Si on s'occupe pas de toi quand t'es gosse, si on t'apprend pas la frustration, si on t'apprend pas les limites, tu deviens n'importe quoi. Et c'est ça qui est triste. Alors, pas tous, il y a quand même quelques résilients qui savent s'auto-éduquer, si j'ose dire. Tout le monde n'est pas comme ça, bien sûr. Mais je vais vous demander de venir parler aux mômes que j'ai tous les jours dans le magasin. Et ça, ce que vous dites, mais c'est vraiment la réalité de la chose, quoi. C'est ce que vous dites, vous, qui est la réalité, surtout, Jeanne. Et c'est ça qui me fait... C'est la première fois que vous nous appelez ? Non, je vous appelais sur une autre radio. Je suis une fidèle de l'émission. Mais là, depuis cette année, c'est la première saison. Non. On s'est eu déjà eu au téléphone. D'accord. Oui. Bon, c'est pour ça. Enfin voilà, je continuerai à vous écouter. Mais vous êtes désespéré. Au moins, vous allez pouvoir vendre. Vous allez prendre un petit billet quand même quand vous allez vendre le Carrefour City. Non, parce qu'il faut que je rachète l'autre. Donc l'autre, il est plus cher. Donc je repars pour 7 ans. Jusqu'à la retraite. Pour 7 ans. Oui. Vous voulez pas aller dans l'ouest parfois, c'est sur la côte, c'est plus tranquille. Aller sur une île. Je sais plus. Ouais, je vais peut-être partir aux Seychelles en fait. Non, mais sur une île. Attendez, il y a des îles. Je pensais pas aux Seychelles, mais l'île de Ré. Non, mais vous savez que parfois, moi, je me dis, il y a les Iliens. Ils nous écoutent peut-être, les Iliens. Oui. Bon, alors il y a plein d'îles en Atlantique. Oui, bien sûr. Ouédic, Belle-Île, l'île-Dieu. Oui. Noirmoutier, c'est pas vraiment c'est une presqu'île maintenant. Bon, mais il y a des îles. T'es tranquille dans les îles. Bon, c'est pas gay. Toujours. Si tu veux dîner le soir après 22h30 à l'île-Dieu, le 15 novembre, ça va être compliqué. Oui. Mais c'est vrai que Ouédic, je ne sais pas, Monsieur Boubouk, si vous connaissez, si vous avez le tempérament ilien, parce qu'il faut
faut être un peu... Non, je suis trop excité. Je pense qu'il faut être très tranquille pour être sur une île, non? Ah non, Non, pas non parce que forcément. il y a au contraire, c'est très... ça peut être très venteux, c'est aride, c'est un climat de force, de puissance. Il faut être un peu plus âgé aussi, non? Non mais pardon, il n'y a pas de boîte de nuit, par exemple, sur l'île Dieu. Bon, il n'y en a pas, il doit en avoir peut-être l'été d'ailleurs. ouais, Non, des guinguettes peut-être, mais oui. Non, mais il est possible que l'été il y en ait. On va voir d'ailleurs s'il y a une boîte. On pourrait appeler l'île Dieu, mais c'est vrai que l'île Dieu, il n'y a pas grand monde l'hiver. Je suis même pas sûr qu'il y ait un restaurant l'hiver. Ah oui, non, ça me foutrait le blues. Non, je peux pas. La blues. Il est 11h44. Bon, tout va bien? Très bien. On se remet du week-end. Oui, avec doucement. l'équipe. Mais dans ces cas-là, le dimanche, vous dormez toute la journée. À peu près, oui. Ouais, mais c'est pas agréable. Ça, vous aimez ça, dormir tout le dimanche à comme 15 ça? heures. Non, c'est horrible. Moi, je n'ai jamais aimé justement boire trop. Attendez. Vous me faites un procès d'intention là, mais j'ai rien parle vu pas du de tout. vous. Ah bon. Parce que je détestais l'idée du dimanche d'être complètement HS. Ah oui. Et que tu sois un peu que tu fasses fatigué, 3-4 verres de vin, pourquoi pas. Voilà. Mais se mettre comme certains se mettent, on dit comment Minable. se mettre minable. Oh. Donc tout le dimanche t'es c'est nauséeux. Mais je suis bien d'accord avec vous, T'as mal ceux au qui font ça. crâne. Ça me dégoûte. Bon. Oui, bon, d'accord. Non, mais c'est pas bien, quoi. Ah oui, franchement. dites ça à Laurent Tessier. Honteux votre comportement, monsieur Houbouk, vous m'avez fait honte. Ouais, c'est vrai. Parce que si je montrais, vous avez vu. Oui. Non, Elles sont vous belles, montrez ces aucune photos. photo, hein. Ah ouais, Non. à Boubouk Miss France, vous avez mis en plus monsieur. Il a mis une couronne. Il a mis une couronne. Non. Oh non, mais on va mettre ça sur la page Facebook. Rien du tout. Je vais montrer ça à Dona Vidal-Revel. Ah non. Ouh Voilà. là là. Non. Et à Monsieur Liberty. Ah non, ça va l'énerver. Il n'était pas avec vous, Monsieur Liberty? Ah non, il était pas avec nous. Non, ça me Non. dit rien. Non, je l'ai pas vu. Bah oui. Bon, on parlera de Sardou un peu tout à l'heure, j'espère. Bah oui, de toute façon, ça On fait fera 2 un semaines, débrief. donc on va Il est continuer. 11h45, on marque une pause. Et qu'est-ce que nous allons faire après? On prendra, après la publicité, peut-être le maire d'Aunay-le-Château, où le père de famille a été tué, parce que c'est un drame absolu. À tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est midi moins le quart. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. De 11h à 13h sur Europe 1. On va partir pour Aunay-le-Château, qui est une commune française dans l'Aveyron, en région Occitanie. Et nous sommes avec le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Et merci d'être avec nous, Jean-Philippe Kéroslian. Vous êtes avec nous, évidemment, pour évoquer cette violence et ce père de famille, Cédric, qui a été tué samedi soir à coups de couteau à l'entrée d'un supermarché. Est-ce que vous connaissiez cette famille? Non, c'est des personnes qui ne résident pas sur la commune ni sur le département. C'est des personnes qui sont a priori résidentes dans le Tarn et qui étaient de passage dans notre commune et qui ont profité des nombreuses galeries commerciales et autres centres commerciaux pour faire une halte, pour faire quelques emplettes, quoi. Est-ce que vous avez eu un échange avec cette famille? Pas du tout. Donc, je suis arrivé lorsque j'étais prévenu du drame, donc je suis arrivé tout de suite et donc j'ai pu mesurer le drame qui s'était déroulé. Est-ce que vous avez des informations sur le principal suspect? Alors, ce que j'ai su, c'est qu'il était au volant d'un fourgon et il se livrait à une conduite absolument anormale sur le parking du supermarché, qu'il avait eu déjà un différend avec le père de famille qui avait essayé de le raisonner, et qu'ensuite donc il avait rejoint le couple et leur enfant qui se dirigeait vers l'entrée de la grande surface pour les agresser. Il avait d'abord poignardé la femme et ensuite il s'en est pris à l'homme devant leur enfant. C'est-à-dire que on imagine que lorsqu'il roulait, il y a eu altercation avec ce père de famille, et c'est une fois qu'il avait peut-être garé sa voiture, ce père de famille et sa famille ont été agressés. C'est cela que vous nous précisez, au moment où ils allaient entrer peut-être ou dans le supermarché ou dans la galerie. C'est ça. Il conduisait l'auteur des faits conduisait un fourgon avec lequel il se livrait un genre de rodéo sur les aires de circulation du parking, et donc ça amenait le père de famille pour protéger
les passants à intervenir pour calmer le chauffeur. Et c'est une fois que la famille s'est dirigée vers le centre commercial que l'individu a quitté son fourgon et est venu les agresser. Jean-Philippe Keroslian, qui est le maire d'Aunay-le-Château dans l'Aviron et qui témoigne de ce qui s'est passé ce week-end. Est-ce qu'on sait combien de temps a duré ce que vous appelez ce rodéo ? Non, on ne le sait pas, mais il a été quand même suffisamment marquant pour que des gens interviennent. Ouais. Est-ce qu'il y a des vigiles, par exemple, dans ce centre commercial qui ont tenté une intervention ? Non, il y a des vigiles à l'intérieur du centre commercial, mais pas sur le parking. C'est-à-dire que ce rodéo a pu se dérouler en même temps sans intervention ou de la sécurité du magasin, sans la police parce qu'elle n'était évidemment pas présente à ce moment-là, mais il y a peut-être eu un laps de temps où il est possible que la sécurité aurait pu intervenir. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas puisque la sécurité à l'intérieur du magasin, il aurait fallu que quelqu'un aille les prévenir et qu'ils sortent. Honnêtement, je ne pense pas. Non. Monsieur Keroslian, qui est le maire d'Aunay-le-Château dans l'Aveyron, vous êtes maire depuis combien de temps, monsieur le maire ? Depuis 2014. Est-ce que vous diriez que la situation de sécurité s'est dégradée depuis 10 ans ? Non, la situation, tout au moins sur ma commune et sur l'agglomération ruténoise et même sur le département, s'est plutôt améliorée pour plusieurs raisons. D'abord parce que on a mis d'importants moyens en termes de vidéoprotection, en termes d'accroissement de la police municipale, d'accroissement des moyens qui lui ont été donnés. Ensuite, il y a beaucoup de travail de médiation, il y a beaucoup d'activités culturelles, associatives sur notre commune et sur l'agglomération qui font qu'on essaye au maximum de faire en sorte que le climat social et que la vie soit apaisée. Et on y arrive puisque la police nous a fait part de la baisse de tout ce qui était incivilité, vol, etc. sur la commune et sur l'agglomération et sur le département. On est un département qui est le plus calme en termes d'insécurité de France, donc on n'est pas du tout habitué à ce genre d'événements, quoi. Donc c'est d'autant plus traumatisant pour nous. C'est 11 000 habitants, Aunay-le-Château. Un petit peu plus, mais bon. Un peu plus. Mais ça reste évidemment, on imagine, et vous nous en parlez d'ailleurs et ça va dans ce sens-là, ça reste un village tranquille et une région de France où il fait bon vivre et ce drame est tout à fait particulier et ne représente pas le quotidien de vos habitants qui, je crois, s'appellent les Castelnautois. C'est ça. Oui, donc c'est pas quelque chose qui nous est habituel, fort heureusement, mais comme je vous l'ai dit, c'est d'autant plus choquant. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est que cette personne roulait dans un fourgon et avec un grand couteau sur elle. Donc c'est ça qui est effrayant, quoi. Je vous remercie vraiment beaucoup, monsieur le maire, et merci d'avoir témoigné au micro d'Europe 1. On va marquer une pause et puis on pourra peut-être écouter Olivier également sur ce sujet qui habite Béziers. Je vous remercie grandement une nouvelle fois de ces précisions. On marque une pause, ça va être le journal de 12h et puis dans la deuxième partie, nous pourrons évoquer cette nouvelle idée du gouvernement. Écoutez bien, la semaine différenciée. Gabriel Attal envisage pour les parents divorcés la semaine de 4 jours. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais si, à le garde alterné, quand vous avez votre enfant, vous travaillez que 4 jours. Quand vous avez l'enfant. Bien sûr, mais oui, j'entends bien. Mais vous croyez que les entreprises ont... C'est une idée, pourquoi pas Fabrice travaille déjà que 4 jours, sans enfants. 2 jours simplement, sans les enfants. Ça dépend des entreprises. Donc plus s'il divorce, il va travailler 2 jours. Ça sera la semaine de 2 jours. Autrement, on parlera de Michel Sardou, je l'ai dit, et puis Céline Dion qui pourrait ou qui voudrait remonter sur scène. C'est un message sur les réseaux sociaux. Je reste déterminé à remonter un jour sur scène et à mener une vie aussi normale que possible, a-t-elle dit. Et demain, c'est le palmarès du guide Michelin, je crois. C'est demain ou c'est aujourd'hui ? Cet après-midi. 17h. Qui sera étoilé ? Le étoilé. guide Michelin. Vous préférez les 3 étoiles, monsieur Boubouk, ou le flunch? Dites-moi. Écoutez, je ne connais que le flunch pour l'instant. Donc... Vous n'êtes jamais allé dans un 3 étoiles? Non, mais alors, ni 2, ni 1, jamais. Ah oui, non, jamais de resto étoilé. Mais vous allez m'emmener. Vous qui allez tous les soirs. Mais non, moi je suis pas un fan des grands. Moi je dîne simplement. Mais vous êtes un homme simple, vous. Moi, je suis pas un fan
des grands restaurants. Je sais. Vous avez dîné où ce week-end, par exemple? Mais j'ai mangé du poisson ce week-end. Non, mais c'est pas ma question. Et après le concert de Sardou? Par exemple. Dans une brasserie. Ah ouais? D'accord. Dans une brasserie. Très simple, j'imagine. C'est une brasserie. J'ai mangé de la viande avec un gratin de fruits finnois. Elle s'appelle comment cette brasserie? C'est une brasserie. Il y a plein de brasseries dans Paris. Mais donnez le nom. Qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais donner le nom, mais elle n'a rien de spécial. Cette brasserie. Monsieur Boubouk, arrêtez. J'ai dû vous payer des coupes de champagne. Ah oui. Ah oui, vous payez 13 € la coupe de champagne. Ah oui. Je suis une michto. C'est cher. Ah oui, 13 €. Oui, 13 €. Il avait intérêt de bon le champagne. Je profite de l'argent. En tout cas, de j'ai Laurent. été touché parce que vous êtes venu me voir lorsque j'arrivais. On cherchait des stars. Non, mais c'était pas pour vous. C'était pour rencontrer votre femme. Vous, on vous voit, c'est la semaine, ça va. Merci. Ça m'a fait plaisir parce que quand on est arrivé, vous étiez là et ça m'a touché. Ah bah oui. C'est pour ça que, alors que monsieur DJ Fab, on était chez Sardou, il nous a même pas. Il a fait timide. Il a même pas. Je suis très timide. Ah oui, ça se voit pas comme ça. Franchement, non, mais je pensais qu'on était amis. Il est 11h58, à tout de suite. 01 80 20 39 21. Pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Olivier, qui habite Béziers, la violence encore et toujours avec cette réalité qui frappe notre pays. Ce père de famille Cédric qui a été tué samedi soir à coups de couteau à l'entrée d'un supermarché à Aunay-le-Château dans l'Aveyron, en présence de sa femme et de son fils qui a 13 ans. Olivier, vous vouliez réagir? Bonjour Pascal, oui, tout à fait. Je souhaitais réagir effectivement, réagir pour vous exprimer en fait ma colère face à cet événement qui est intolérable. Ma colère et ma peine aussi, ma peur, parce que je suis papa de 2 garçons et je m'imagine dans la même situation aller sur un parking de supermarché, constater qu'une personne fait n'importe quoi, l'inviter à se calmer et derrière subir ce genre de violence devant les enfants qui seront traumatisés à vie, simplement parce qu'on a voulu avoir un peu de bon sens et dire à une personne de rentrer un petit peu dans le cadre, dans l'ordre, simplement. Et beaucoup de colère par rapport à ça, parce que moi j'estime que c'est de la faute de nos dirigeants qui nous laissent dans une société où la violence se banalise, elle est de plus en plus grave. Et je suis assez outré de cette société où maintenant les personnes qui demandent simplement à ce que les choses se passent normalement dans le respect de tout le monde, risquent leur vie. Et je suis franchement outré, très en colère, et j'ai aussi peur de ce qu'on est en train de vivre et de comment la société va devenir. Voilà. Alors, ce que vous dites est intéressant, parce que contrairement à l'idée reçue, la société, a priori, est de moins en moins violente sur 100 ans. Il y a moins d'homicides aujourd'hui que lorsque vous sortiez de Paris en 1924 ou à la fin du 19e siècle, où vous pouviez vous faire agresser par des voyous, des bandes de voyous qui vous tuaient, qui vous rançonnaient, etc. Simplement, ce qui est nouveau, c'est que la courbe des homicides, qui baissait, paraît-il, depuis le Moyen-Âge, et c'est Alain Bauer qui raconte ça, elle baissait. Eh bien, pour la première fois, elle a remonté ces 20 dernières années. Donc, on est sans doute moins en sécurité qu'on ne l'était, par exemple, en 1980, même si on l'est peut-être plus qu'on ne l'était en 1900. Mais ce qui nous frappe, c'est cette violence, effectivement, nouvelle qu'a parfois même ça a moins de 10 ans, l'histoire des couteaux, des dagues et de ça. Et ce qui nous fait tous réfléchir, parce qu'aujourd'hui, ça nous arrive tous lorsqu'il y a un incident, on ne dit rien. Parce que tu ne sais pas sur qui tu tombes, selon l'expression. On ne sait pas sur qui on va tomber. On ne sait pas si le gosse il a un couteau, etc. Donc ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire d'ailleurs. Je pense qu'il y a un problème avec les couteaux. Ça, c'est bien évident. Je ne sais pas s'il faut les interdire ou pas. C'est tellement complexe ce sujet. Évidemment, il faut une réponse pénale très très forte, très puissante. Il faut de l'éducation, il faut repartir à zéro. C'est des gosses qui sont souvent pas entourés, pas encadrés. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, si j'ose dire, Olivier. Mais si vous préférez, voilà, vous avez déjà abordé 2 thèmes très importants. L'éducation
Commencer par là, et la justice derrière. Après, le problème des couteaux, ça c'est un problème que malheureusement personne ne pourra résoudre. N'importe qui peut acheter un couteau de cuisine, et c'est pas parce que vous achetez un couteau de cuisine que derrière vous allez vouloir planter quelqu'un. Maintenant, si on avait une réelle, alors je critique pas la justice en tant que telle, attention, je suis très fier de mon pays, j'apprécie énormément ses valeurs, mais si on avait une justice ferme et dure, et là c'est là où je vais faire le point commun avec l'éducation. Vous savez, un enfant, tout comme un délinquant, si le gamin il n'a pas peur de la punition potentielle qui peut arriver, eh ben il la fera la bêtise. Si vous dites pas à votre enfant c'est pas bien que tu prennes une pièce dans le portefeuille sans demander à papa ou à maman pour t'acheter des bonbons, il comprend pas ce que c'est que la notion de vol. Donc si derrière il a pas une punition et s'il a pas peur de la potentielle punition derrière, alors je dis pas qu'il faut terroriser nos enfants bien entendu, mais il faut quand même imposer des limites droite et gauche. Si on ne met pas ça au niveau de notre éducation, et si ensuite plus tard le système judiciaire ne fait pas peur aux gens, vous savez, des personnes comme vous et moi nous on a une éducation tout à fait normale, on va dire, et on a peur, nous, de la prison, on n'a pas envie d'y aller. On dit que c'est la privation de liberté, on veut pas mettre une patte, on redoute ce qui se passe là-bas. C'est cette prison qui est glorifiée par les délinquants, et pour eux, c'est une marque de fabrique. S'ils vont en prison, ils sont heureux, ils sont fiers de le dire, et quand ils sortent même de garde à vue, regardez, j'étais en garde à vue, j'ai rien dit, puis je suis allé en prison, ça s'est bien passé, et j'ai même agrandi mon réseau, on va dire, de délinquants avec qui je communique, etc., particulièrement dans les trafics de stupéfiants. Si on n'arrive pas à dire, maintenant, tu vas en prison, et quand tu vas en prison, première chose, on va pas te donner envie d'y retourner, tu vas pas glorifier parce que ce que tu vas vivre, ça va pas être sympathique. Et deuxièmement, on va te donner les valeurs de la République et tu vas réapprendre ce que c'est et pourquoi tu dois travailler et pourquoi tu dois être inséré dans la République française et pourquoi tu dois apporter ta pierre à l'édifice. Et une fois qu'on remet ça en place, là, on arrivera peut-être à faire quelque chose. Mais à mon avis, là, on est vraiment mal parti. Merci beaucoup Olivier. Merci, vous êtes père de famille, vous avez 2 enfants. Tout à fait, ouais. Ils ont quel âge, j'ai 2 garçons, ouais. Et ils ont 18 et 16 ans. Écoutez, puisse la Providence évidemment les accompagner et veiller sur eux et sur nous tous, parce que l'instant, vraiment les instants parfois où l'époque peut être dramatique. Vraiment, merci beaucoup, cher Olivier. Bonne journée à vous. Un grand merci à vous. Monsieur Olivier, qu'est-ce que nous faisons, Monsieur Olivier Guénec, cette fois? Est-ce que je peux faire un petit point Facebook? Ça vous dérange pas? Je vous en prie. Merci à vous. On a Monique qui nous écrit: il faut la tolérance zéro, trop de laxisme en France depuis des années. J'adresse mes pensées à la famille de cette victime. Émilie nous dit: Olivier de Béziers a raison, nous avons peur pour nos enfants. Et on finit avec Nadège: il n'y a que l'armée qui puisse faire quelque chose.